Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous les auditeurs. 5 novembre 2024, un jour à la fois attendu, redouté et crucial pour l'avenir des États-Unis. L'invité de notre grand entretien est un universitaire franco-américain qui nous invite à réfléchir à cette question. Pourquoi cette présidentielle du 5 novembre pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis? Bonjour Guy Millière. Bonjour. Vous êtes Senior Fellow au Gaston Institute à New York et à l'American Freedom Alliance à Los Angeles. Ça fait beaucoup d'anglicisme, mais pour nos auditeurs, on n'a pas le choix. C'est les élections américaines. Vous êtes l'ancien président de l'Institut Turgot à Paris et auteur de nombreux livres, dont Après Trump, Après la démocratie sur l'ère Biden. Et dernièrement, cet ouvrage qui nous intéresse, Après l'Amérique, pourquoi l'élection présidentielle du 5 novembre pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis. Alors vous pointez, Guy Millière, l'évolution du Parti démocrate américain. Vous dites que ce n'est plus celui de Kennedy, mais un parti d'extrême gauche incarné depuis Barack Obama. Comment expliquer ce basculement et concrètement, quelle est cette idéologie alors des démocrates aujourd'hui ? L'idéologie des démocrates est une idéologie qui en fait est née en 1960 avec un mouvement qui s'appelait la Nouvelle Gauche. Et la Nouvelle Gauche est devenue la gauche américaine. La Nouvelle Gauche a été constituée essentiellement de gens qui venaient du Parti communiste, mais le Parti communiste aux États-Unis en 1960 était encore marqué par les affaires des années 1950, affaires d'espionnage au service de l'Union soviétique. Donc la Nouvelle Gauche ne s'est surtout pas dite communiste, elle s'est dite anti-communiste. Ouais. Mais cela dit, elle a adopté une stratégie venant d'un penseur communiste, Antonio Gramsci, penseur italien communiste des années 1930, et elle a décidé d'investir la société américaine par un travail d'infiltration. Le premier lieu d'infiltration qu'elle a choisi était les universités, parce que les universités permettaient de commencer à tenir tous les appareils d'enseignement, mais aussi d'influencer le domaine de la culture, d'influencer le domaine des médias, le domaine du journalisme, et puis depuis là, le secteur économique et enfin le secteur politique. Et je dirais que l'arrivée au pouvoir de Barack Obama a marqué l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui était issu de la nouvelle gauche à la présidence de la République américaine. Donc c'était un grand tournant et à partir de ce moment-là, les gens venant de la gauche américaine issue de la nouvelle gauche pensaient qu'ils avaient le pouvoir, que ce serait irréversible et qu'ils pourraient transformer les États-Unis. Barack Obama a fait 8 années de présidence, il a posé toutes les fondations, il a constitué ce que l'on appelle l'État profond. Hillary Clinton devait lui succéder et je dirais que le maître à penser de Barack Obama et de Hillary Clinton était le même. C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui est le livre de chevet des gauchistes américains, qui s'appelle Saul Alinsky, et le livre s'appelle Rules for Radicals, les règles pour les radicaux. Et donc Hillary Clinton devait succéder à Barack Obama. Malheureusement, les choses ne se sont pas du tout passées comme les gens de gauche le prévoyaient. Donald Trump a été élu, et donc il s'est agi pour la gauche américaine de tout faire pour se débarrasser de Donald Trump. À partir de ce moment-là, ça a commencé dès qu'il a eu des chances de gagner, avec la pseudo-influence de la Russie sur lui. Là, on a quasiment essayé de le faire passer pour un agent russe. Et je dirais qu'ensuite, il s'est agi de le faire perdre. Et donc, il a été remplacé par Joe Biden. Et sous Joe Biden, le travail de cette gauche a continué. C'était un travail de sape. Et dans le livre, précisément, je décris ce travail de sape sur tous les plans. Et donc, je dirais que l'élection actuelle, l'élection qui a lieu ce 5 novembre, ce sera le choix entre le retour de Donald Trump au pouvoir, et le but de Donald Trump, c'est, comme il le dit, de sauver l'Amérique, c'est-à-dire de sauver ce qu'elle a été avant la nouvelle gauche, avant cette gauche, ou l'autre alternative, Kamala Harris, qui serait la continuation de l'administration Biden et la continuation du travail de destruction de la nouvelle gauche. Et si
Kamala Harris était élue, et c'est pour ça que j'ai mis ce sous-titre au livre, c'est parce qu'elle donnerait la nationalité américaine à l'essentiel des immigrants que l'administration Biden a fait rentrer dans le pays depuis janvier 2021. Et donc, il y aurait sans doute à peu près 14 millions de nouveaux Américains qui seraient en partie financés par des subsides par le gouvernement fédéral et dont les démocrates s'attendent à ce qu'ils votent à 70-75%, voire davantage pour eux. Donc, qu'est-ce que cela signifierait si cela se passe? Cela signifierait qu'à l'échelle fédérale, le Parti démocrate deviendrait quasiment un parti unique qui ne dirait pas son nom. Il deviendrait quasiment impossible pour une période très longue que les républicains puissent encore gagner une élection présidentielle, une élection fédérale. Alors, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, Guy Millière. J'aimerais qu'on puisse revenir sur justement la présidence de Joe Biden avant toute chose. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir justement du bilan de celui qui a succédé à Trump en 2020? Vous avez parlé de ce travail de sape que vous décrivez dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Je dirais qu'on n'arrête pas de présenter en France le bilan de Joe Biden comme un bon bilan. C'est un bilan extrêmement délétère, extrêmement effroyable. Joe Biden a provoqué une vague d'inflation énorme. L'inflation se calme actuellement, mais il n'empêche que les prix des biens de première nécessité, les biens alimentaires et une multitude d'autres produits ont augmenté d'à peu près 25% sans que les salaires suivent. L'augmentation des salaires était beaucoup plus faible et le pouvoir d'achat de la population américaine a baissé d'à peu près 20% au cours de la présidence Biden. C'est absolument énorme et c'est pour cela que les Américains mettent en premier l'économie dans leurs préoccupations actuelles. J'ai parlé des produits de première nécessité, de l'alimentation, mais il faut dire aussi qu'à un moment donné, pendant la première année, le prix des carburants a doublé. Maintenant, l'augmentation s'est limitée à 50%. Or, dès lors que, lorsque vous n'êtes pas dans les grandes villes du Nord-Est ou du Midwest, vous vous déplacez essentiellement en voiture lorsque vous êtes aux États-Unis. Les villes sont très étendues. Los Angeles est une ville très grande, mais même Las Vegas, où je vis, est une ville qui, du nord au sud, fait à peu près 50 kilomètres et qui fait à peu près 40 kilomètres de largeur. Donc, quand vous avez des villes de cette dimension, les transports en commun peuvent exister, mais vous vous déplacez essentiellement en voiture. Donc, quand le prix de l'essence augmente dans les proportions où il a augmenté, ça ampute votre pouvoir d'achat. En supplément de ça, le prix de l'électricité a énormément augmenté. Il a augmenté en moyenne de 30%. Donc, tout cela, ça a atteint le pouvoir d'achat de la population. Si les choses s'étaient limitées à cela, ce serait déjà très grave. Mais en supplément de cela, comme je l'ai dit il y a un instant, l'administration Biden a laissé rentrer dans le pays à peu près 14 millions d'immigrants illégaux. Ils sont rentrés par la frontière sud, ils ont été disséminés dans tout le pays, ils sont pris en charge par les grandes villes où ils ont été installés. Cela coûte extrêmement cher, cela a fait monter la criminalité parce que parmi ces gens, il y a beaucoup de criminels, de membres de gangs qui avaient été expulsés sous Donald Trump. Donc l'insécurité a augmenté. Pour le plan intérieur, je peux m'arrêter là, mais sur le plan extérieur, je dirais que vous avez eu la débâcle en Afghanistan, le retrait américain en Afghanistan a été absolument désastreux et l'administration Biden a abandonné aux talibans des milliards d'armes sophistiquées qui ensuite se sont retrouvées du côté de l'Iran, par exemple. Et en supplément de cela, si je regarde les choses de près, je dirais que la guerre en Ukraine a été déclenchée à cause de l'attitude de l'administration Biden. J'explique, je donne tous les détails à l'intérieur du livre. Et au Proche-Orient, l'administration Biden a permis à l'Iran, au régime des Mollahs, qui est un régime fanatique qui finance le terrorisme islamique, d'empocher à peu près 100 milliards de dollars. Je dis bien 100 milliards de dollars, et je dirais que la guerre qu'il y a actuellement au Proche-Orient, le massacre qui a eu lieu en Israël le 7 octobre 2023, tout cela vient de là. Donc le bilan de l'administration Biden, je donne tous les détails dans le livre, encore une fois, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est un bilan absolument désastreux, voire monstrueux.
Et on peut s'attendre avec donc la nouvelle candidate démocrate Kamala Harris à ce que ça aille encore plus loin dans le progressisme que les démocrates aujourd'hui ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elle reconnaît évidemment sa responsabilité dans le bilan de Joe Biden, elle le partage. On dit qu'elle est plus radicale encore que Joe Biden. Donc, outre l'aspect de l'immigration dont vous avez parlé, 14 millions d'immigrants illégaux sous la présidence Biden, outre ça, euh, connaissant son vécu effectivement racialiste, il y a une ethnicisation du débat qui se crée avec Kamala Harris. Est-ce que ça aurait un impact effectivement sur le pays? Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, tout ce que je viens de dire se trouverait prolongé et approfondi par Kamala Harris. Elle est restée floue sur beaucoup d'éléments de son programme, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a des projets économiques de type marxiste. Il faut appeler les choses par leur nom. Par exemple, elle dit qu'elle va juguler l'inflation, mais sa façon de vouloir juguler l'inflation consiste à mettre en place un contrôle des prix, voire une fixation des prix par le gouvernement. On croirait qu'elle prend des leçons chez Nicolas Maduro au Venezuela. Quand on voit ce qu'est devenu le Venezuela, on n'a pas envie du tout que les États-Unis glissent dans cette direction. En supplément de cela, elle veut augmenter les impôts sur les entreprises très fortement, les impôts sur les gains sur les investissements, et surtout, et ça, ce projet est absolument monstrueux, et on peut espérer qu'il ne voit pas le jour. Je ne pense pas qu'il verra le jour parce que je ne pense pas qu'elle sera élue demain. On verra, elle sera élue le soir. Bon, mais elle veut mettre en place une taxation à hauteur de 25% sur les gains non réalisés. Qu'est-ce que c'est les gains non réalisés? Vous achetez par exemple un appartement qui vous coûte 200 000 dollars et 2 ans après, il vaut 250 000 dollars ou même disons 300 000 dollars. Ça va être plus simple si je dis 300 000. Ça veut dire que vous avez une augmentation du prix de 100 000 dollars. Vous ne vendez pas l'appartement, mais vous avez 100 000 dollars de gains non réalisés. Et quel est le projet de Kamala Harris? C'est de vous faire payer 25% de cela. C'est-à-dire que quelqu'un devrait faire, sans avoir vendu l'appartement, un chèque de 25 000 dollars au gouvernement américain. Donc vous faites cela, vous tuez les investissements. C'est absolument dramatique d'envisager ce type de projet. Et alors, vous avez parlé de Donald Trump en parallèle comme un candidat de rupture tout à l'heure. On voit toutes ces cabales judiciaires contre Donald Trump pour entraver sa campagne, son éligibilité. Dans votre livre, vous pointez des motifs fallacieux qui n'avaient d'autre but que de faire tomber et surtout de le faire tomber et surtout une complicité donc de la justice avec le camp des démocrates. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Je donne tous les détails dans le livre parce que ce n'est quasiment jamais fait dans le contexte français. Je dirais que tous les procès qui ont été intentés à Donald Trump, toutes les mises en examen, il y en a 91 en tout, qui ont été prononcées contre lui, reposent sur des motifs complètement fallacieux et complètement fabriqués. Je dirais qu'il y a une politisation de la justice absolument effroyable aux États-Unis. Dès que Donald Trump a décidé de se présenter à nouveau à la présidence, la justice américaine aux mains des démocrates s'est mise en marche pour essayer de le faire tomber et si possible de le faire emprisonner. Des amendes exorbitantes ont été demandées et obtenues par des juges de gauche, des juges démocrates contre lui. Et je dirais que le but était aussi de tenter de le ruiner. Et donc tout a été fait contre lui. Et comme rien n'a marché, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois de la campagne? Eh bien, on a dit que Donald Trump était un fasciste, que c'était un nazi, et que c'était une forme de disciple ou de réincarnation d'Adolf Hitler. Quand vous dites cela de quelqu'un, quand vous dites cela d'un adversaire politique, vous le transformez en ennemi et vous franchissez une ligne rouge. Et je dirais que dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu 2 tentatives de meurtre contre Donald Trump. C'est extrêmement grave qu'il y ait des tentatives de meurtre contre un candidat à la présidentielle. Je dirais que ça ne s'est jamais produit. Il y a eu des assassinats de présidents, mais des tentatives de meurtre contre un candidat à la présidentielle, cela ne s'était jamais produit. Cela s'est produit et je dirais que cela s'est produit parce que dès lors que vous dites que Trump est Adolf Hitler, eh bien, des gens peuvent se dire il ne faut surtout pas qu'Adolf Hitler revienne au pouvoir et donc il faut l'éliminer physiquement.
Et je dirais que pendant une semaine, après chaque tentative d'assassinat de Donald Trump, ce vocabulaire a disparu. Mais il est revenu aussi rapidement qu'il était apparu, et on continue à dire que Trump est un nazi, que Trump est un danger pour la démocratie, et on a assimilé la grande réunion de Donald Trump au Madison Square Garden Mm. il y a quelques jours à une réunion nazie, parce qu'il y a eu effectivement une réunion nazie au Madison Square Garden en 1939, mais depuis 1939, il y a eu des réunions auxquelles ont participé des présidents ou des candidats démocrates. Personne n'a eu l'idée de les traiter de nazis à l'époque. Donc là, il y a une volonté absolument sournoise de diaboliser Donald Trump et de diaboliser ses électeurs. Et je dirais que ça n'est pas étonnant. Je dirais que les démocrates ne peuvent pas présenter le réel programme de Kamala Harris, elle ne serait pas élue sur ce programme, et ils ne peuvent pas non plus mettre en avant le bilan de l'administration Biden, parce que ce bilan, si on le regarde en face, est un bilan catastrophique. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Ce qui a été fait au début, c'est-à-dire de dire la candidature de Kamala Harris, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Et quand la joie n'a pas marché, il reste maintenant à diaboliser et à traiter Donald Trump d'Adolf Hitler. Alors cette diabolisation, justement, cette réduction ad Hitlerium pour Donald Trump, ou alors même ces qualifications d'ordure pour les électeurs de Donald Trump par Joe Biden, on voit que, donc, au-delà de la cabale judiciaire, il y a effectivement la cabale médiatique. Vous dites dans votre livre d'ailleurs très bien que les médias américains sont concernés par cette doxa et sont aux mains justement de cette gauche extrême. Donald Trump a promis de s'attaquer au deep state dont on parlait tout à l'heure en cas de victoire. En réalité, Guy Millière, est-ce qu'il peut vraiment le faire, justement, s'attaquer à ces médias, à cet état profond, à ces institutions? Alors, il n'y a pas que les médias, il y a toutes les administrations qui ont été infiltrées sous Barack Obama par une multitude de gens à la solde du Parti démocrate. Et donc ça, c'est effectivement indispensable que cela puisse se faire. Cela pourra se faire si les républicains obtiennent les deux chambres, c'est-à-dire s'ils ont la Mm. majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. C'est tout à fait possible. Et je dirais que si les sondages les plus fiables se vérifient le 5, donc aujourd'hui, puisque pour moi il est encore la veille, mais en Oui. France, vous êtes le 5. Donc si cela se vérifie, il est tout à fait possible, d'une part, que Trump remporte la présidence et que d'autre part, les républicains remportent les deux chambres. Et dans ce cas-là, ce sera un véritable cauchemar pour la gauche américaine, puisqu'elle risque de perdre énormément. Et donc la gauche américaine va tout faire pour que cela ne puisse pas Mm. se faire. Et donc si, comme je le pense, il y a une possibilité, mais qui me semble rester mince, que cela ne se passe pas comme ça et que Kamala Harris soit élue. Mais si les choses se passent et que Donald Trump est élu, je m'attends à ce qu'il y ait des manifestations, peut-être des émeutes. Et je sais, parce qu'ils l'ont déjà dit, que des politiciens démocrates ont dit on ne laissera jamais Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. On fera tout pour ne pas officialiser sa candidature et pour l'empêcher de revenir au pouvoir. Ça a été le cas de gens comme Jamie Raskin, qui est un élu démocrate très radical, mais il n'est pas le seul. Oui, donc qu'il perde ou qu'il gagne, finalement, il faut continuer de la battre, on le comprend bien. Et vous avez parlé des sénatoriales, c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du scrutin présidentiel, il y a évidemment ces autres élections avec ce même vote. Concrètement, ce que vous venez de dire, c'est que le pouvoir législatif pourrait entièrement basculer chez les républicains. Et est-ce que ça, c'est lié à la victoire justement de Trump? L'un va avec l'autre, ou alors, effectivement, les deux chambres des représentants et le Sénat peuvent basculer de toute façon chez les républicains, quand bien même Kamala Harris gagnerait la présidentielle? Non, ça ne va pas nécessairement l'un avec l'autre. Je dirais qu'il arrive qu'il y ait des gens qui votent pour le candidat à la présidentielle, mais qui ne votent pas nécessairement pour les républicains. Quand vous avez un bulletin de vote américain, vous avez une multitude de cases à cocher. Vous avez la case présidentielle, vous avez des cases qui concernent les représentants. Dans un tiers des cas, vous avez la case des sénateurs. Après, vous avez des cases pour les juges, pour une multitude de
fonction, et puis vous avez les référendums d'initiative populaire. Dans le Nevada, par exemple, je suis électeur du Nevada, puisque j'ai la double nationalité, il y a à peu près 2 pages à remplir quand on va voter. Et tout à l'heure, on parlait toujours sur cette attaque contre le deep state dont on parlait à l'instant. Derrière cette métapolitique proposée par Gramsci dont on parlait au tout début de notre échange, donc l'hégémonie culturelle, politique, idéologique, vous dites donc avec effectivement peut-être la victoire CD sénatoriale pour les Républicains, l'administration pourrait changer, donc le pouvoir législatif pourrait basculer effectivement chez les Républicains. Mais est-ce qu'au-delà de ça, la culture, l'école, les médias, effectivement toute cette hégémonie culturelle pourrait aussi être... Trump pourrait-il s'en emparer aussi et donc durablement peut-être changer vraiment en profondeur durablement le combat métapolitique de la gauche? Je dirais que ça sera quand même assez difficile et ça ne pourra pas se faire dans le délai de ce qui peut rester comme temps à Donald Trump s'il est réélu, c'est-à-dire 4 ans. Il faut se situer dans une perspective où Donald Trump réussirait son mandat et où ensuite il aura un successeur qui pourrait rester au pouvoir 8 ans. Et si c'est le cas, en 12 ans, il est possible de faire des choses, mais je dirais que concrètement, au niveau de l'école, les États-Unis ne sont pas organisés comme la France, par exemple, et donc le système scolaire est très décentralisé. Ce qui est possible, c'est que le gouvernement décide de ne plus subventionner les écoles où on oblige les enfants à être éduqués à la théorie du genre ou à trouver que la transsexualité, c'est bien. On peut couper les budgets aussi aux écoles et aux universités qui développent le projet 1619, qui est un projet qui dit que les États-Unis sont un pays horrible, fondé sur l'esclavage et que quasiment l'esclavage existe jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est enseigné dans certaines écoles et dans les universités. Donc le gouvernement américain peut agir de cette façon-là, mais il ne peut pas mener une réforme d'ensemble dans ce domaine. Et c'est la même chose dans le secteur des médias. Je dirais que les médias aux États-Unis, pour l'essentiel, sont des médias privés. Et donc, il n'y aura pas de possibilité d'intervenir dans les médias. Il faut espérer qu'un changement culturel se fasse, mais je dirais que ce qui marque cette période et cette élection, et c'est pour ça que beaucoup de gens trouvent qu'en France, beaucoup de commentateurs, que la popularité de Donald Trump est un mystère. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que la gauche est allée beaucoup trop loin et qui souhaitent que les États-Unis reviennent à un fonctionnement normal, que les enfants, les adolescents, les adultes qui vont à l'université retrouvent un enseignement normal, que les médias cessent pour l'essentiel d'entre eux d'être des médias d'extrême gauche, qu'on cesse le prosélytisme pour la transsexualité. Et tout cela a d'ailleurs des conséquences. Dans l'armée, vous avez moins de recrutement qu'auparavant parce que l'armée a fait des spots, on n'en parle pas en France, où on disait rentrez dans l'armée, on vous paiera gratuitement votre opération pour changer de sexe. Wow. Les gens qui rentrent dans l'armée ne rentrent pas en général parce que leur but, c'est d'avoir une opération pour changer de sexe. On rentre dans l'armée pour défendre son pays, pour défendre la patrie. Donc là, des changements pourront être opérés dans ce type de domaine. Mais rien que ce que je viens de dire sur l'armée montre à quel point l'administration Biden est allée loin. Ma fille, la plus jeune, qui vit aux États-Unis aussi, et qui a la nationalité américaine aussi, voulait rentrer dans l'armée. Et quand elle a vu ce que c'était, elle a renoncé. Et je comprends qu'elle ait renoncé avec horreur. Oui, alors j'invite évidemment nos auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, à se procurer votre livre, Après l'Amérique, parce que vous parlez justement de tout cet endoctrinement, de toute la transition de genre, qui évidemment commence aux États-Unis et s'importe en France. Il nous reste 5 minutes, Guy Millière, et je pense qu'on peut pas parler de démocratie sans parler évidemment de la fraude. Nous, en France, on voit ça, on est un peu hallucinés, c'est vrai, parce que on apprend que dans plus d'une dizaine d'États, la pièce d'identité n'est pas demandée aux électeurs pour aller voter. Alors ça signifierait qu'il n'y ait aucune vérification et probablement des risques de fraude. Comment est-ce que ça s'explique, ça, par exemple ?
Je dirais que c'est parce que les démocrates, je pense, n'ont pas des intentions tout à fait limpides. Le Parti républicain a proposé plusieurs fois une loi fédérale qui laisserait l'organisation des élections aux États, parce que ça fait partie de la Constitution, c'est les États qui organisent les élections. Mais au niveau fédéral, il est tout à fait possible de dire il est obligatoire d'avoir à présenter une pièce d'identité pour aller voter. On peut limiter le nombre de possibilités de voter par correspondance et pas faire que dans certains États, tout le vote soit organisé par correspondance. Ça peut être la source de fraude énorme. Et on peut dire l'élection a lieu essentiellement le jour de l'élection avec des bulletins papier. Donc une loi demandant tout cela a été présentée par les républicains et les démocrates ont tout fait pour la bloquer. Je dirais que quand on bloque ce type de loi qui permettrait de limiter les fraudes, comme je l'ai dit en commençant, on n'a pas des intentions limpides et de facto, il y a des fraudes, il y a des inscriptions même sur les listes électorales qui ne devraient pas avoir lieu. Une organisation qui s'appelle Judicial Watch a trouvé en tout, pour le moment, 4 millions d'inscriptions sur les listes électorales dans différents États qui n'auraient pas dû avoir lieu. 4 millions, c'est absolument énorme comme nombre et ça peut suffire pour faire basculer une élection. Donc tous ces gens avaient été inscrits frauduleusement sur les listes électorales sans avoir la nationalité américaine. Ce genre de choses est absolument scandaleux et on devrait pouvoir en parler librement. Mais alors, Guy Millière, quand on entend ça, justement, ces risques énormes de fraude, on se demande vraiment qu'est-ce qui vous rend si serein? Depuis tout à l'heure, vous avez l'air d'être effectivement très serein de la victoire de Donald Trump et on aimerait que vous nous expliquiez, il nous reste 1 minute, justement, pourquoi est-ce que vous êtes si sûr de cette victoire? Je ne suis pas sûr à 100% de la victoire, mais je dirais qu'il y a des éléments qui vont dans ce sens. Premier élément qui va dans ce sens, les inscriptions sur les listes électorales, non frauduleuses, bien évidemment, les inscriptions réelles, sont des inscriptions massivement républicaines, alors qu'il y a une baisse dans les inscriptions démocrates. Et ça, ce ne sont pas des sondages, ce sont des données réelles. Dans les votes, vous avez dans les votes par anticipation qui ont eu lieu, vous avez beaucoup plus de républicains qui ont voté que d'habitude et moins de démocrates qui ont voté. Et d'ailleurs, sur les chaînes de télévision américaines, il est dit, sauf si les démocrates réussissent à mobiliser un nombre sans précédent d'électeurs pour le jour de l'élection, l'élection est quasiment jouée. Et je dirais que les démocrates essayent actuellement de mobiliser les femmes. Il se trouve que beaucoup de femmes aux États-Unis sont préoccupées par la question de l'avortement. Et si j'allume mon téléviseur, quasiment toutes les publicités démocrates maintenant sont des publicités en faveur de l'avortement en disant attention, avec Trump, l'avortement va être limité. Donc l'espoir des démocrates, c'est de faire voter en masse des femmes pour l'avortement. Oui, les femmes, les minorités. Très bien. Écoutez, merci infiniment pour toutes ces explications, Guy Millière. J'invite vraiment nos auditeurs à se procurer votre livre aux éditions Balance et Après l'Amérique, justement sur l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Donc, pourquoi est-ce qu'elle pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis? Écoutez, on va évidemment suivre ce scrutin aujourd'hui. Merci, Guy Millière. Vous êtes universitaire aux États-Unis et vous êtes donc l'auteur de nombreux ouvrages. Merci encore et à très bientôt. Merci.